Bienvenue pour cet après-midi de rencontres inspirantes. On va reprendre ces rencontres en discutant cet après-midi avec Patricia Morand. Donc Patricia, vous êtes directrice du marché entreprise de la banque Arkea. C'est un plaisir de pouvoir discuter avec vous cet après-midi de ce que fait Arkea, mais aussi du parcours et de ce que vous prônez aussi dans cette banque. Pour commencer, pour briser la glace un petit peu avec les personnes qui nous écoutent, quel a été votre plus beau cadeau de Noël de votre vie? Alors, le plus beau cadeau de Noël, je pense que c'est une poussette quand j'avais l'âge de 6 ans, parce qu'en fait, c'est une superbe photo de famille auquel je pense, et il y a une partie de la famille qui n'est plus là, donc voilà, ça reste le plus beau cadeau de Noël. Donc c'est la poussette et la photo de la poussette qui est importante. Formidable. Donc Patricia, vous êtes donc directrice du marché entreprise d'Arkea Bank. C'est quoi Arkea Bank? Alors Arkea Bank, c'est un cas à part dans le monde bancaire. C'est surtout un ensemble de collaborateurs qui sont sur l'ensemble du territoire au travers de 21 centres d'affaires. Et sur ces territoires, on accompagne les PME de croissance, les ETI, le monde institutionnel et le monde de l'immobilier. C'est vrai qu'en regardant, je me suis dit, c'est quoi exactement? C'est pas une banque, c'est pas une assurance, c'est quoi l'activité concrètement d'Arkea Bank? Concrètement, en fait, on cherche à créer de l'énergie sur les territoires et donc on finance le quotidien comme les investissements avec cette équipe de collaborateurs et puis aussi avec des experts à leur côté, donc des experts de la transition énergétique, donc Benoît qui a été intervenu aujourd'hui. Ce matin, dans un débat assez musclé d'ailleurs. On a aussi des financements spécialisés qui interviennent au moment décisif de la vie des entrepreneurs, puisqu'en fait, si on résume notre métier de banquier, c'est un métier qui aide à réaliser les rêves des entrepreneurs. C'est beau. C'est beau, hein? Et ces rêves, justement, c'est en général des projets, alors peut-être pas impact, mais des projets qui ont du sens. De ce que j'ai vu sur la transition énergétique, sur la santé, vous financez plutôt des projets qui ont une utilité quand même. C'est pas, vous financez pas un peu tout et n'importe quoi. Il y a quand même, vous essayez de donner du sens aussi à votre métier. Effectivement, là, je pense qu'il faut parler aussi du groupe auquel on appartient, puisqu'en fait, nous sommes une filiale du groupe Crédit Mutuel Arkea. Et le Crédit Mutuel Arkea a travaillé sur sa raison d'être. Pourquoi nous sommes là? Parce qu'on est persuadé de l'impact de la finance et dans le monde de demain, dans le temps long. Donc on a commencé par cette étape où on a rassemblé en fait nos administrateurs, toutes nos parties prenantes, nos clients, les salariés. Et puis on est arrivé là cette année à quelque chose qui est assez formidable, c'est-à-dire à être banque à mission. Donc on fait partie des 200 entreprises françaises. Seulement 200, il y a quand même 3 500 000 entreprises en France. Et donc on fait partie des 200 entreprises en France, banque à mission. C'est ça. Et du coup, donc c'est un nouveau statut qui a été créé d'entreprise à mission et donc là de banque à mission. Et qu'est-ce que ça implique dans la manière dont vous gérez vos projets, dont vous travaillez et les acteurs avec lesquels vous travaillez aussi? Alors, ce que ça implique, c'est vraiment très fort. Hein, c'est une forte responsabilité. Et si on le traduit très simplement par des engagements, on a des engagements de fond et des engagements de forme. Alors, les engagements de fond, c'est vraiment d'accompagner nos clients dans la transition énergétique. Donc, c'est au cœur de notre stratégie, c'est notre ossature. Et donc, ça veut dire accompagner, réfléchir et se doter des moyens de les accompagner. On est aussi dans l'inclusivité. Là, c'est plus sur la partie citoyenne particulier, puisque, vous le savez, si on n'a pas d'IBAN, de RIB, on ne peut pas percevoir de salaire, pas percevoir d'aide. Donc, comment on travaille cette inclusivité? Et puis aussi, le troisième engagement de fond, c'est la vitalité des territoires. Comment, grâce à nos actions, on conjugue et on fertilise entre les entreprises, le monde institutionnel, la partie immobilière, les infrastructures, et autres. Ça, c'est nos engagements de fond qui nous guident. Et puis, donc, ça veut dire que vous agissez aussi un peu comme un intermédiaire entre plusieurs acteurs pour porter des projets sur le territoire? C'est exactement ça, en fait. On décilote entre nos activités et on est aussi bien dans des SEM, des SEM énergétiques. On essaye de voir comment, en fait, puisque l'avenir, en fait, est au collectif et à une réponse et politique, et économique, et institutionnelle, et privée.
Donc ça, c'est vraiment l'illustration des engagements de fonds. Et puis, sur la forme, eh bien, être entreprise à mission, ça veut dire faire un exercice, enfin, moi, ce que j'appelle l'exercice de la maison de verre, c'est-à-dire de la transparence. Et donc, on s'est mis le défi, et on y arrive, et on progresse sur le sujet, de pouvoir mesurer en fait nos externalités, nos externalités et nos impacts positifs comme nos impacts négatifs. Donc ça, c'est un engagement qui est vraiment très, très fort. Et pour le faire, en fait, on a développé une méthode. Donc on est aussi là, la première banque à l'avoir fait, et en convertissant en fait les impacts en euros pour pouvoir les mesurer. Et donc, dans cette mesure, on mesure nos impacts directs, c'est-à-dire notre bilan carbone, la trajectoire d'amélioration de celui-ci. Les impacts, en fait, indirects, qui sont, je choisis de travailler avec des fournisseurs locaux. Comme ça, je développe l'emploi local. Donc ça, on le mesure aussi. Et puis le troisième, c'est les externalités, en fait, ou les impacts induits, c'est-à-dire en fonction du fléchage de nos prêts, si c'est dans la santé, si c'est dans les énergies renouvelables, si c'est créateur d'emplois ou pas. Donc voilà comment on mesure, parce que le but derrière tout ça, et c'est aussi très fort comme engagement, c'est d'arriver en 2024 à prendre des décisions de crédit qui soient 50% sur l'aspect financier d'une contrepartie, mais aussi 50% sur ces éléments extra-financiers. C'est beaucoup, 50% pour une banque, c'est-à-dire de faire le choix de prêter, parce que c'est ça que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire que quand vous faites les choix d'investir dans des projets, de devenir acteur d'un projet, c'est aussi bien sur le côté financier que sur le côté de qu'est-ce que ça va apporter. C'est notre trajectoire. L'objectif, c'est d'y arriver en 2024. C'est une trajectoire, voilà. D'accord. Et donc, on progresse dans cette trajectoire. On a commencé par noter nos contreparties, là, par arriver à chiffrer ce que sont les externalités. Et on continue sur cette trajectoire pour arriver à cette fin. Mais c'est beaucoup, mais en même temps, c'est déjà, je pense que pour les entreprises, je ne pense pas qu'une entreprise demain puisse être pérenne si elle n'a pas intégré en fait les aspects extra-financiers qui sont ni plus ni moins que du bon sens. C'est comment je respecte mon environnement, comment j'intègre mes collaborateurs, c'est comment je tiens compte des remarques de mes clients, c'est de l'essentiel, quoi. Et puis ça intègre aussi beaucoup d'enjeux. Il y avait notamment Nicolas Stern, qui est un économiste, qui avait fait un rapport sur l'impact du changement climatique sur l'économie, qui montrait que ne pas agir maintenant coûterait beaucoup plus cher que si on investissait tout de suite maintenant. Et le gouverneur de la Banque d'Angleterre aussi, qui avait fait un discours remarqué dans le monde financier, qui disait justement qu'il fallait agir maintenant sur l'atténuation et donc s'engager s'engager sur comment on transforme la société aussi maintenant et pas juste s'engager sur ce qui va rapporter le plus d'argent, parce qu'en fait si on s'engage sur des choses maintenant qui ne sont pas cohérentes avec un monde vivable, en fait on va perdre tout l'argent derrière. Et donc c'est un peu dans cette veine-là que vous vous engagez aussi. Exactement. Enfin, c'est pas totalement effectivement désintéressé, mais c'est notre manière d'être acteur du monde de demain et d'assumer nos convictions et à notre modeste échelle, de contribuer à cela. Et vous, Patricia, au sein de l'entreprise, c'est quoi les sujets qui vous portent principalement? Parce que au-delà d'être acteur dans l'entreprise et au nom de l'entreprise, c'est aussi en tant que personne qu'on s'engage dans ce genre de structure. Et vous, c'est quoi les sujets qui font que vous aimez travailler pour Arkéa Banque et sur lesquels vous vous engagez en interne aussi? Alors déjà, ce qu'il faut souligner, c'est que je réinsiste sur le fait que c'est une banque qui est un cas à part, parce que c'est une banque qui développe en fait et qui laisse de la place à l'entrepreneuriat. Et donc là, je vais faire un pas de côté par rapport à l'environnement, mais je trouve que ça rejoint le sujet. Moi, je me suis fortement engagée aussi sur la partie mixité. Donc je vois qu'il y a des hommes et des femmes dans la salle. Donc pourquoi mixité? Pour plusieurs choses en fait.
Parce que, première chose, moi, quand j'ai débuté dans la banque, c'est un métier qui est très masculin, la banque. Et il y a donc déjà quelques années de ça, j'étais accueillie avec des réflexions qui étaient quand même assez spécifiques. Alors, ce n'était pas dans l'établissement où je suis actuellement, mais qui étaient les suivantes, c'est-à-dire, quand on veut se faire remarquer dans la banque, on embauche quelqu'un issu de la diversité ou une femme. Ou alors, j'avais même eu un métier qui se féminise et un métier qui se paupérise. Donc, j'avoue que ça peut prêter maintenant, mais il y a 20 ans, c'était ça, quoi. Oui, c'était normal à l'époque. Voilà, c'était normal ce type de réflexion. Et donc, j'avais envie qu'on favorise les choses pour les nouvelles recrues. Ça, c'est vraiment une vision perso. Et puis après, c'est aussi une vision managériale, c'est-à-dire qu'en fait, comment une entreprise, alors que l'humanité, elle est composée de 50% d'hommes et 50% de femmes, schématiquement. Donc comment une entreprise, en fait, elle peut coller à l'évolution sociétale de la société si elle n'a pas dans ses instances stratégiques, décisionnelles et autres, cette humanité qui est représentée. Et puis après, c'était aussi de dire, quand vous avez 50, parce que nous, dans la banque, on a 50% de femmes, 50% d'hommes. Et en fait, au premier échelon, ça c'était en 2015 quand on a démarré, on ne trouvait plus que 18% de femmes. Et comment on peut espérer qu'elles s'investissent, qu'elles soient pleinement proposantes si en fait elles n'ont pas de perspective. Et d'ailleurs, il y a une phrase d'un chef d'entreprise très connu aux États-Unis qui dit en fait moi j'ai réussi parce que je me suis battue que contre 50% de l'humanité. Voilà, donc je trouve que ça résume bien la chose. Donc moi je me suis investie là-dessus, pas seule, aux côtés de 12 femmes parce qu'on est quand même dans un groupe au total de 12 000 personnes. Donc pour le faire bouger, déjà il fallait être plusieurs parce qu'à plusieurs on est toujours plus intelligent. C'est la première chose. Donc on est parti de cette démarche, on est parti de nos convictions qui étaient que si on ne saisissait pas du sujet, personne n'allait le faire à notre place et qu'on allait prouver que la mixité en fait était vraiment créateur de valeur pour l'entreprise. Donc on a travaillé en fait sur ce projet. Alors on a mis, là c'était en 2015, on a mis 12-14 mois à travailler sur le projet. On a regardé ce qui se passait ailleurs, parce qu'il y a des choses formidables qui se font ailleurs. Et puis, notre projet, il était assez simple, en fait. Faire un constat d'où on en était, prouver pourquoi il y avait une valeur additionnelle, montrer la trajectoire, parce que pour nous, il fallait former les managers, éviter les biais, former l'ensemble des équipes sur les biais à la mixité. Il fallait rendre visibles les femmes, parce qu'en fait, on a toujours tendance à recruter son clone, celui qu'on connaît. Mettre des indicateurs, surtout pas de quotas. Nous, on ne voulait pas de quotas, on voulait des indicateurs. Et puis, avoir un peu de moyens. Parce que avoir des moyens, ça veut dire que vous êtes reconnu par la direction générale, qu'elle vous accompagne. Et c'est comme ça qu'on arrive à créer quelque chose et à faire bouger les choses. Et franchement, elles ont tellement bougé que maintenant, notre directrice générale, c'est une femme. Et c'est dû aussi à un travail, du coup, c'est ce que vous expliquez, un travail que vous avez fait depuis toutes ces années pour justement accorder cette place-là à 50% de l'humanité au sein de l'entreprise. Mais c'est rigolo parce que tout à l'heure, on avait Adrien et Ornella. Adrien et Ornella, ils sont éco-délégués dans un lycée à Carcassonne. Et je leur ai posé des questions sur leur rôle d'éco-délégué et sur le sujet dont ils voulaient parler. Et ça résonne avec ce que vous avez dit sur je m'éloigne un peu de l'environnement et je vais parler de la mixité. Et ce que disait Adrien, c'est moi, le sujet sur lequel je me suis engagé en tant qu'éco-délégué, c'est justement l'égalité femmes-hommes. Et la manière dont aussi leur génération prenait le sujet et incluait ça dans une transformation sociétale aussi beaucoup plus large. Et on peut dire qu'en fait, avec ce que vous avez fait, vous répondez aussi un peu à cette aspiration où chacun peut prendre sa place aussi là-dedans. Et je trouve ça intéressant de faire le parallèle aussi entre l'aspiration qu'avaient Adrien et Ornella à voir ce sujet émerger et la manière dont vous l'avez traité chez Arkéa. Et c'est assez formidable de voir aussi qu'en s'engageant sur le sujet, quand on arrive aussi à trouver des personnes qui sont prêtes à soutenir, à faire avancer les choses. Mais est-ce qu'il y a une chose que vous retenez où ça a été plus compliqué
de faire avancer les choses sur le sujet? Est-ce qu'il y a une anecdote qui montre qu'il y a des freins que vous avez dû surpasser, ou alors tout le monde il était beau et gentil pour accompagner cette évolution d'entreprise? Non, non, c'est loin d'être simple. C'est pas une difficulté, mais si on retient, je veux dire, les conseils, c'est aussi de bien inclure les hommes, voilà, pour qu'il y ait, voilà, c'est de bien embarquer les hommes, parce que paradoxalement, il y a eu aussi des craintes en disant, mais voilà, quid, que va-t-il se passer? Donc ça, c'est vraiment le premier sujet. Oui, je pense que voilà, c'était la. Mais après, de difficultés, en fait, c'est le temps long. C'est-à-dire qu'en fait, là, ça paraît simple parce que j'en parle comme ça, mais c'est quelque chose initié en 2016. Et voilà, les résultats, on a vraiment commencé à les sentir 2020, 2021. Donc moi, le conseil que je donne aux chefs d'entreprise et aux femmes, et aux hommes qui veulent se saisir du sujet, c'est vraiment que c'est un sujet temps long, donc il faut s'en saisir, et qu'après c'est formidable parce qu'en fait vous avez une entreprise en fait qui est beaucoup plus riche, qui rayonne et de la valeur additionnelle qui est créée par ce sujet. Et si on revient au sujet environnement, il y a un outil que j'ai trouvé assez formidable que sur votre site internet, qui était Arkea Pact. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est Arkea Pact? Parce que je me suis dit, mais c'est génial que ça existe quelque chose comme ça. Ouais, c'est vraiment un très bel outil. Alors, et il est parti. Nous, on est vraiment des acteurs de territoire parce que ce sont les PME, ce sont les ETI qui créent l'emploi sur les territoires. Et on souhaitait que les crédits impact qui étaient réservés aux gros corporates descendent sur ces entreprises. Et comme il y a un peu d'ingénierie, de technicité et autres derrière, c'est pas forcément évident. Et ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, il faut encourager. Je veux dire, c'est comme quand on est bon élève, quoi. Je veux dire, et si vous êtes bon élève, il faut que vous ayez un plus par rapport aux autres. Et nous, on souhaite vraiment encourager en fait cela, et donc en renvoyant la valeur qu'on peut envoyer, c'est-à-dire en baissant le coût du crédit. Et parce que Arkea Pact, du coup, vous pouvez expliquer ce que c'est directement, concrètement? Voilà, donc Arkea Pact, c'est tout simplement en fait un crédit dont le coût baisse en fonction du progrès des performances environnementales, sociales ou de gouvernance de l'entreprise. Et c'est un outil qu'on a bâti avec des chefs d'entreprise qui nous ont dit, en fait, il y a plusieurs sujets. On a besoin de savoir où on en est, quelle est notre maturité RSE. Donc, ça, c'est la première chose. Et puis, on a besoin de se benchmarker par rapport à nos entreprises du secteur. Et donc, l'outil Pact, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on est allé chercher un organisme, donc en l'occurrence Etifinance. On fait une mesure de la maturité de notre client sur ces sujets-là. On le benchmark par rapport à sa filière et on lui donne des indicateurs ou une trajectoire pour l'aider à accélérer. Donc c'est vraiment un outil hyper vertueux, c'est-à-dire qu'il a en fait toutes les armes pour accélérer sa trajectoire environnementale, sociétale et de gouvernance, donc pour progresser. Donc ça l'accélère. En plus, il arrive à se positionner par rapport à ses concurrents, et je suis en retard ou pas, ou je suis en avance, donc voilà. Et donc ça, il sait exactement où il en est, il a ses indicateurs. Donc on a un retour très positif de nos clients. Et nous, on est très fiers. J'imagine, parce que justement, j'en parlais, j'étais en discussion avec un responsable de la RSE d'un grand cabinet d'expertise comptable, et qui me disait que dans ce secteur-là, justement, quand on parle de finance, on parle de performance, souvent de performance financière, donc, mais assez peu d'environnement, de social, et il manque des indicateurs et il manque des outils pour mettre ça en place, et c'est la meilleure chose à faire pour accompagner la transition que d'accompagner les clients et d'accompagner les projets sur lesquels on s'engage. Et quand j'ai vu cet outil-là, je me suis dit, mais en fait, c'est ce genre de choses qu'il faut réussir à développer. Et je vais maintenant tourner vers la salle. Coucou la salle. Est-ce que vous avez des questions particulières à poser à Patricia, des sujets sur lesquels vous aimeriez revenir, aussi bien sur la transformation de l'entreprise en interne et sur la manière dont vous transformez
les outils et les personnes aussi qui intègrent Arkea que sur l'impact sur les acteurs et les clients que vous avez. C'est toujours difficile, la première question. C'est toujours difficile. Est-ce que vous avez des coopérations particulières avec la recherche en particulier pour vous accompagner dans votre démarche, ou est-ce que c'est quelque chose que vous arrivez à faire en autonomie complète, ou est-ce que vous avez besoin de vous associer à d'autres partenaires pour faire cette transition? Alors, on est une des caractéristiques aussi de la maison, c'est d'être, on appelle ça architecture ouverte. Et donc, on est toujours parti du principe qu'on ne maîtrisait pas, enfin, qu'on n'avait pas la science infuse. Donc, effectivement, sur beaucoup de sujets, on partenarie ou on s'adosse. Donc, après, c'est avec différents organismes en fonction des sujets, quoi. Si c'est sur le digital, ça va être avec certaines fintech, des choses comme ça. Si c'est sur l'environnement, ça va être avec divers organismes. Mais oui, en tout cas, en général, on travaille avec nos ressources internes, mais aussi ouvert sur l'extérieur. Bonjour. J'ai une question par rapport aux changements de régulation qui viennent par la Commission européenne et notamment la taxonomie verte. Est-ce que vous accompagnez vos entreprises dans cette transition? Est-ce que vous avez un rôle justement pour leur permettre d'anticiper ces changements, à la fois au niveau du reporting et à la fois au niveau de leur comptabilité environnementale? C'est vraiment un des sujets clés sur lequel, en fait, nous, comme les autres établissements, que ce soit les établissements bancaires, les fonds d'investissement et tout, on est en train de travailler. Parce que pour l'instant, effectivement, tout n'est pas cadré au niveau des attentes de data, et c'est extrêmement complexe pour les entreprises, pour l'instant, d'arriver à qualifier quel type de data, comment les remonter. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pour le coup un sujet de préoccupation, et qu'il faut que là-dessus, les banques avancent de concert pour arriver à simplifier, en fait, et à aider les entreprises dans cette démarche clé. Et là, on en est, on va dire, in progress, quoi. C'est le quotidien, en fait, chez nous, de pas mal d'équipes. Ouais. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière main qui se lève? En fait, pour parler d'entreprise à mission, il y a un cas qui a été pas mal médiatisé, qui était assez déprimant, c'était le cas de Danone. Et du coup, moi, je m'interrogeais sur quels sont les mécanismes qui protègent une entreprise qui s'engage dans cette démarche, d'être protégée de ce genre de mésaventures, en fait. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour voilà, protéger ce genre de système? Comment est-ce que on n'en vient pas à des échecs comme ça, même quand il y a une volonté forte de l'entreprise elle-même d'évoluer? Alors, que vous dire là-dessus, la chose que je pourrais dire chez nous, c'est que nous, pour le coup, on n'est pas coté, en fait. On est un groupe coopératiste et mutualiste. Et donc, on a bâti, en fait, ce projet dans le temps, puisqu'on a mis 2 ans à bâtir notre raison d'être. Après, on a travaillé avec toutes les parties prenantes, les administrateurs. Donc, le premier gage, entre guillemets, qu'on peut avoir, c'est de se dire que ce projet, c'est vraiment un projet collectif qui répond, je veux dire, à ceux qui sont nos sociétaires, nos administrateurs, qui répond aux équipes, qui répond aussi aux attentes des clients. Maintenant, ça veut dire que aussi, après, qu'il faut arriver à conjuguer performance financière et performance extra-financière. Et c'est pour ça que nous, on parle de performance globale sur le sujet.
Après, le sujet est vaste parce qu'on revient de loin et dans le monde des entreprises où on n'avait qu'une culture financière pure dans toutes les entreprises jusqu'à ce jour. Et donc ça passera pour moi obligatoirement par et c'est pour ça que j'insistais sur la mesure de l'extra-financier. Ça veut dire qu'il y a un moment, si vous voulez que ça soit pris en compte, si vous voulez qu'on puisse mesurer une richesse, il faut qu'elle soit transformée en euros, il faut qu'elle soit valorisable et il faut qu'on ait tous les mêmes comparables. Et je pense que la solution viendra au moment où on aura tous la capacité à comprendre ce qu'est une performance globale, financière, extra-financière, qu'on sera d'accord sur ce qu'est l'extra-financier et sa valeur. Et voilà. Donc on aura donc de comparables efficaces. Je pense qu'une des conclusions qu'on peut tirer, c'est que si toutes les banques faisaient comme Arca, on vivrait dans un monde meilleur. Et merci beaucoup, Patricia, d'avoir été une rencontre inspirante aujourd'hui. Et puis, on va continuer dans 2 minutes avec une nouvelle rencontre inspirante. Merci beaucoup. Merci, Hugo.